Salut, je m'appelle Arthur, j'ai 28 ans. Il y a 8 mois, ma famille m'a complètement abandonné le jour le plus important de ma vie. Tandis que je me tenais sur la scène de la remise des diplômes de mon université, cherchant désespérément un seul visage familier, mes parents étaient occupés à acheter une Porsche toute neuve à mon frère, l'enfant chéri. Ils m'ont humilié devant des milliers de personnes, laissant une rangée de chaises vides avec mon nom de famille imprimé dessus. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que mon départ silencieux de leur foyer toxique était le fondement d'un empire immobilier de plusieurs millions de dollars. Et en ce moment même, mon père exige que j'assiste à un dîner de famille obligatoire pour les sortir de la faillite. Ignorant complètement que je détiens les documents juridiques exacts qui détruiront systématiquement tout leur avenir financier. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé dans cette salle à manger, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que les membres d'une famille toxique finissent par recevoir exactement ce qu'ils méritent. Et n'oubliez pas de me dire de quelle ville ou de quel état vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment où le piège a finalement été tendu. J'étais assis dans ma Honda déglinguée devant la maison où j'ai grandi, laissant le moteur ronronner doucement sous mes mains. La vibration du volant était un réconfort familier, un rythme régulier qui manquerait à la réalité. À travers le pare-brise maculé, la soirée de banlieue de Seattle s'installait dans un bleu marine profond et glacial. La maison était exactement la même que lorsque j'étais un adolescent terrifié. Elle avait la pelouse parfaitement entretenue, les haies taillées de manière agressive, et cette lueur ambrée et chaleureuse qui s'échappait des fenêtres coûteuses de la salle à manger. C'était le genre de quartier où les gens se souciaient plus des réunions de l'association des propriétaires et de la valeur de leurs biens que de leurs propres enfants. C'était une maison de famille américaine parfaite en apparence. Mais je connaissais la vérité. Les maisons ne sont que des boîtes avec un joli revêtement en vinyle. Et les gens à l'intérieur de cette boîte particulière m'avaient appris il y a longtemps que la famille n'est rien de plus qu'un accident biologique. L'écran de mon téléphone s'est soudainement allumé, projetant une lueur blanche, dure et aveuglante contre le plafond sombre de l'habitacle de ma voiture. La notification était un message texte de mon père. C'était exactement le même message qui m'avait violemment traîné dans ce quartier ce soir. J'ai fixé les mots qui brillaient sur le verre. Dîner de famille 18h. Discussion importante. Il n'y avait aucune chaleur. Pas de « bonjour, Arthur ». Pas de « comment vas-tu depuis ces 8 longs mois ». Pas d'excuses pour le passé. C'était une convocation stérile et professionnelle. C'était un ordre d'un homme qui traitait ses enfants comme des actifs dépréciables. Et la seule et unique raison pour laquelle il m'envoyait un texto maintenant, après presque un an de silence de mort absolue, était que mon nom venait d'être imprimé en lettres grasses et massives en première page du plus grand journal immobilier de la ville. J'ai lentement tourné la tête et regardé le siège passager. Là, illuminé par la faible lueur orangée d'un lampadaire lointain, se trouvait un portefeuille en cuir noir, lourd et usé. La couture dans le coin inférieur gauche était irrégulière, épaisse et tordue. C'était une réparation grossière et désespérée faite par mes propres mains gelées des années auparavant dans un appartement sans chauffage. Mais à l'intérieur de ce morceau de cuir bon marché et abîmé se trouvaient les documents officiellement enregistrés qui allaient complètement démanteler tout l'héritage de mon père. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Le silence dans la voiture était plus lourd qu'un enterrement. Mais pour la toute première fois en 28 ans, je n'avais pas peur de remonter cette allée en béton et d'ouvrir cette lourde porte d'entrée en chêne. J'ai appuyé l'arrière de ma tête contre le tissu usé de l'appui-tête et j'ai fermé les yeux fermement. Le silence dans la voiture était absolu, mais mon esprit était incroyablement bruyant. Il me ramenait activement aux années de conditionnement silencieux et brutal. Aux décennies où j'ai été systématiquement entraîné à être entièrement invisible. J'avais besoin de m'asseoir dans cette allée et de me souvenir de la douleur. J'avais besoin de me souvenir exactement pourquoi j'étais sur le point de faire ce que j'allais faire. Parce que lorsque vous grandissez comme l'enfant sacrifiable, la chose la plus difficile à faire est d'arrêter de trouver des excuses aux gens qui vous brisent. Je pensais que le pire était passé le jour de ma remise de diplôme, quand j'ai regardé ces chaises vides. J'avais tellement tort. La trahison était bien plus profonde qu'une cérémonie manquée. C'était une vie entière à être traité comme un fantôme dans ma propre maison, un bouche-trou silencieux qui n'était reconnu que lorsque quelqu'un d'autre créait un gâchis à nettoyer. Ce soir, je n'étais pas là pour nettoyer leur gâchis. J'étais là pour leur présenter la facture. Dans ma famille, j'ai toujours été le bouche-trou silencieux.
J'étais le survivant désigné dans un foyer qui n'avait de place que pour une seule étoile. Mon frère aîné, Julien, était l'enfant chéri. C'était l'athlète charismatique, le beau parleur, celui qui pouvait entrer dans une pièce bondée et exiger que tout l'oxygène lui appartienne exclusivement. Mes parents, Richard et Evelyne, vénéraient pratiquement le sol sur lequel il marchait. Julien n'a jamais fait face à une seule vraie conséquence de toute sa vie. S'il accidentait une voiture au lycée, mon père appelait immédiatement son avocat et faisait disparaître complètement les contraventions. S'il échouait à un cours de préparation à l'université, ma mère marchait dans l'école, blâmait l'incompétence du professeur et dépensait des sommes absurdes pour des tuteurs privés qui faisaient essentiellement les devoirs pour lui. Et puis il y avait moi. J'étais juste la paire de mains stables. J'étais la personne qui intervenait chaque fois que Julien se désistait. J'ai appris très tôt que la seule façon de survivre au poids écrasant de cette maison était de prendre le moins de place possible. Je ne demandais pas de choses chères. Je ne me plaignais pas de porter les vêtements usés de Julien. L'abus financier flagrant était quelque chose que mes parents enveloppaient habilement dans le langage manipulateur de la loyauté familiale. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai découvert le fonds d'études. Mes grands-parents avaient créé des comptes égaux pour Julien et moi. Juste avant ma première année d'université, la banque a envoyé un relevé à la maison. Je l'ai ouvert en m'attendant à voir les fonds dont j'avais besoin pour les frais de scolarité. Le solde était de 0. Mon père avait vidé tout mon fonds d'études. Quand je l'ai confronté, la voix tremblante de panique, il n'a même pas levé les yeux de son journal. Il m'a froidement informé que Julien avait besoin de l'argent pour une entreprise très lucrative qui était garantie de doubler notre héritage. La prétendue entreprise a échoué lamentablement en moins de 3 mois. Julien a utilisé l'argent restant pour acheter un hors-bord. J'ai été obligé de contracter des prêts étudiants prédateurs et de travailler 3 emplois pénibles au salaire minimum juste pour payer mes manuels. Le schéma de l'effacement était incessant. Je me souviens très bien de mon 21e anniversaire. J'avais économisé mon maigre salaire de mon travail de nuit dans un restaurant local pendant 6 mois d'affilée. Je voulais acheter un ensemble professionnel d'outils de dessin d'architecture. Je voulais être architecte. Je voulais désespérément construire des structures massives qui durent, des choses solides qui ne pourraient pas être facilement brisées par des gens négligents. J'avais enfin l'argent, bien empilé dans une enveloppe blanche sur le bureau de ma chambre. Avant même que je puisse mettre mes chaussures pour sortir de la maison et aller au magasin de fournitures d'art, mon père est entré directement dans ma chambre. Il n'a pas frappé. Il a vu l'enveloppe, l'a ramassée sans demander, et a commencé à feuilleter les billets croustillants. Julien est dans une situation très difficile en ce moment, avait dit mon père, son ton terriblement désinvolte, exactement comme s'il commentait le temps pluvieux de Seattle. Il fait face à un procès désagréable suite à une petite collision de la circulation qu'il a causée. J'ai besoin d'emprunter cet argent pour payer la provision de son avocat. Tu es responsable, Arthur. Tu peux t'en sortir. Ton frère a un bon cœur. Il a juste besoin d'un peu de temps pour se calmer. Il a empoché l'argent. Mon argent, l'argent pour lequel j'avais littéralement sacrifié mon sommeil et ma jeunesse. Je suis resté là et j'ai hoché la tête parce que hocher la tête était toujours beaucoup plus facile que de discuter avec un mur de briques. Ce même soir, nous avons eu un dîner de famille obligatoire. J'avais passé l'après-midi à faire mon propre gâteau d'anniversaire au chocolat parce que ma mère avait dit qu'elle était trop fatiguée pour aller à la boulangerie. Julien est arrivé avec 2 heures de retard au dîner, apportant une boîte bon marché de biscuits achetés en magasin qu'il avait clairement attrapé dans une station-service en chemin. Ma mère s'est immédiatement levée, l'a embrassé chaleureusement sur la joue et lui a dit à quel point il était toujours incroyablement attentionné. Je me tenais au bout de la table de la salle à manger, tenant la pelle à gâteau, réalisant avec une clarté absolue que mon existence avait été entièrement effacée sans que personne dans la pièce ne s'en aperçoive. Mais le souvenir spécifique qui reste comme un bloc de métal froid au centre de ma poitrine s'est produit quelques années plus tard. Je vivais dans un minuscule et misérable studio à des kilomètres du campus que je pouvais à peine me permettre. C'était le plein hiver et le chauffage était complètement en panne. J'étais étroitement enveloppé dans 2 lourdes vestes d'hiver, penché agressivement sur un bureau en bois ébréché, essayant désespérément de réviser un plan d'étage complexe pour un duplex que j'espérais rénover. Des factures de services publics en retard étaient étalées sur la table comme une mauvaise main de cartes et des rappels de loyer clignotaient constamment sur l'écran fissuré de mon téléphone. L'isolement était écrasant. J'ai enfreint ma propre règle et j'ai appelé mon père. Je ne voulais pas demander d'argent.
Je jure que non. Je voulais juste quelques conseils paternels de base. Je voulais juste entendre mon père me dire que tout irait bien. Quand il a finalement répondu au téléphone, il semblait profondément agacé. Je lui ai tranquillement parlé de mes énormes difficultés avec le cours de conception immobilière. Je lui ai dit que je me sentais dépassé et effrayé par l'avenir. Il a soupiré lourdement dans le récepteur. Un son dégoulinant de déception absolue. L'immobilier est un jeu agressif pour les hommes qui comprennent les chiffres et l'effet de levier, Arthur, a-t-il dit froidement. Tu n'as pas l'estomac pour ça. Tu devrais essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus sûr. Va chercher un emploi de bureau tranquille avec un salaire de base quelque part. Et puis, sans attendre ma réponse, il a raccroché. Je suis resté seul dans le noir glacial. Le faible bourdonnement du réfrigérateur était le seul son dans la pièce. J'ai baissé les yeux sur mon portefeuille en cuir noir bon marché, celui qui contenait tous mes dessins d'architecture complexes. La couture latérale venait de se déchirer, le fil synthétique bon marché cédant finalement sous la pression de contenir trop de plans surdimensionnés. Je n'ai pas pleuré. Pleurer était un luxe inutile que je ne pouvais tout simplement pas me permettre. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans un tiroir et j'ai trouvé une grosse aiguille et du fil industriel épais. Je me suis assis directement sous la faible lumière jaune et vacillante de ma lampe de bureau et j'ai vicieusement recousu ce portefeuille à la main. Chaque fois que je poussais l'aiguille pointue à travers le tissu résistant et inflexible, mes mains gelées tremblaient violemment. Mais à chaque point, je scellais mon besoin pathétique de leur approbation. Ce portefeuille laid et tordu est devenu mon armure personnelle. C'est devenu la seule chose qui est restée avec moi à travers chaque projet brutal par la suite. Et puis est venu le point de rupture ultime, le jour de la remise des diplômes. J'étais diplômé en tête de ma classe d'architecture et de développement. Je leur avais fièrement envoyé par la poste les billets réservés premium 3 mois à l'avance. J'avais confirmé l'heure de début plusieurs fois. Quand mon nom a finalement résonné bruyamment dans l'immense stade, les applaudissements se sont levés autour de moi comme une vague massive. J'ai marché lentement sur la grande scène, mon cœur battant violemment contre mes côtes. J'ai tourné la tête vers la section familiale VIP. J'ai cherché frénétiquement la rangée de 8 chaises premium avec de petites cartes blanches réservées indiquant mon nom de famille. Les 8 chaises étaient complètement vides. Il n'y avait pas eu d'urgence médicale soudaine. Il n'y avait pas eu d'accident de la circulation tragique qui les retenait. Ils n'avaient pas oublié la date. Ils avaient simplement choisi de ne pas venir. J'ai découvert exactement pourquoi plus tard dans l'après-midi. J'étais assis entièrement seul dans mon appartement exigu, mangeant un sandwich froid à la dinde tout en portant encore ma toge de diplômé. Quand j'ai ouvert sans réfléchir les réseaux sociaux, Julien avait posté une nouvelle photo. C'était une photo de lui nonchalamment appuyé contre le capot d'une Porsche argentée flambant neuve. Mes parents se tenaient juste à côté de lui, rayonnant d'une fierté écrasante que je n'avais jamais vu diriger vers moi. La légende arrogante disait, cadeau de promotion anticipée. Merci maman et papa de toujours croire en moi. Ils ont manqué ma cérémonie de remise de diplôme pour aller chez un concessionnaire de voitures de luxe et acheter une voiture de sport haut de gamme pour le fils qui n'avait en fait jamais terminé une seule chose qu'il avait commencé dans toute sa vie. C'est exactement ce jour-là que la dernière corde effilochée me reliant à cette famille s'est violemment rompue. J'ai compris exactement où je me situais. Je ne les ai pas appelés pour crier. Je ne leur ai pas envoyé de texto pour exiger des excuses pathétiques. J'ai juste emballé toute ma vie, changé de numéro de téléphone et disparu tranquillement dans la machinerie de béton de la ville. J'étais entièrement prêt à construire mon propre empire dans le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Mais honnêtement, je ne savais pas que le test ultime de ma résolution m'attendait déjà juste à l'horizon. 8 très longs mois se sont écoulés après cette cérémonie de remise de diplômes humiliante. C'étaient des mois silencieux, brutalement propres, où absolument personne dans cette maison n'a prononcé mon nom, sauf s'ils avaient activement besoin de le comparer aux échecs de quelqu'un d'autre. Je me suis jeté agressivement sur le marché immobilier impitoyable de Seattle avec un niveau d'ambition terrifiant que mon père affirmait avec assurance que je ne possédais pas. J'ai commencé très petit. J'ai agi en tant que mon propre entrepreneur général, concepteur et chef de projet sur des propriétés négligées que personne d'autre ne voulait. J'ai économisé chaque dollar. J'ai sauté des repas. J'ai signé des contrats juridiques contraignants sur les capots de camionnettes poussiéreuses sous la pluie glaciale. Et je n'ai absolument parlé à personne de ma famille de mon succès grandissant.
Le silence semblait beaucoup plus sûr que de leur offrir quelque chose de beau qu'ils pourraient simplement négliger ou détruire à nouveau. Pendant cette période éprouvante, j'ai rencontré un homme nommé Marcus. Marcus était un promoteur immobilier commercial chevronné, un type coriace et profondément cynique dans la soixantaine qui a vu exactement comment je regardais les bâtiments en ruine. Il a vu le feu en moi que mon propre père avait essayé d'éteindre. Marcus est devenu le mentor strict que mon père n'a jamais été. Sous la direction agressive de Marcus, j'ai pris le plus grand risque financier de toute ma vie. J'ai rassemblé chaque centime que j'avais économisé, j'ai contracté une dette commerciale massive et terrifiante, et j'ai acheté un espace d'entrepôt historique au dernier étage, complètement en ruine, en plein cœur animé du centre-ville de Seattle. Pendant 6 mois d'affilée, j'ai à peine dormi plus de 3 heures par nuit. J'ai physiquement reconstruit cet immense espace centimètre par centimètre éreintant. J'ai versé mon propre sang, ma sueur et ma rage dans les fondations de cette propriété. Quand il a finalement été terminé, ce n'était pas seulement un appartement de luxe. C'était un chef-d'œuvre architectural. C'était un superbe penthouse de 5 millions de dollars offrant une vue panoramique et dégagée du sol au plafond sur tout l'horizon de la ville. J'ai officiellement mis la propriété en vente et, en 48 heures, elle a déclenché une guerre d'enchères incroyablement féroce entre de riches PDG de la tech et des investisseurs étrangers. Puis les médias ont eu vent de l'histoire. Le journal immobilier le plus important et le plus respecté du nord-ouest du Pacifique a publié un immense reportage de plusieurs pages. Le titre était impossible à manquer. Le penthouse de 5 millions de dollars d'un promoteur local fait les gros titres de l'immobilier. Juste en dessous de ce texte gras et agressif se trouvait mon nom imprimé à l'encre noire. Arthur Mitchell. L'article incroyablement détaillé énumérait tous les chiffres financiers, les délais stricts, l'ensemble du processus de rénovation épuisant et les rendements massifs projetés. Il comportait même une citation directe de M. Sterling, un célèbre milliardaire local, louant ma vision innovante. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment et constamment avec des liens, des emails et de bruyantes félicitations de collègues de l'industrie et de riches acteurs que je me souvenais à peine avoir rencontrés. Mais absolument aucun de ces messages ne provenait de ma famille. J'étais assis dans ma vieille Honda garée devant un chantier poussiéreux et actif tard un après-midi, laissant le moteur ronronner sous ma main fatiguée pendant que j'examinais minutieusement une feuille d'évaluation fortement révisée. Une nouvelle notification a soudainement glissé directement sur mon écran fissuré. C'était un article transmis par une vieille connaissance de l'université nommée Léo. J'ai ouvert le lien sans vraiment réfléchir. C'était là, mon visage, mon immeuble, mon triomphe. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège passager, regardant fixement à travers le pare-brise sale alors que les lourds nuages de fin d'après-midi recouvraient lentement le ciel maussade. Pendant un très long moment, je n'ai honnêtement ressenti aucune fierté, et je ne me suis certainement pas senti soulagé. Je me sentais juste complètement immobile, comme si le monde entier s'était arrêté sur son axe juste pour voir ce que j'allais faire ensuite. Puis le téléphone a de nouveau vibré violemment. Cette fois, le nom qui brillait sur l'écran n'était pas celui d'un collègue de travail. Ce n'était pas un journaliste. C'était mon père. Après 8 mois de silence de mort absolu et suffocant, après avoir volontairement manqué ma remise de diplôme pour acheter une voiture, après avoir prétendu que je n'existais littéralement pas sur cette terre, il a finalement tendu la main. Le message était douloureusement court, incroyablement direct et écrit exactement dans son ton autoritaire typique. Pas de salutations chaleureuses, pas de douceur, pas de « comment vas-tu », pas de félicitations pour avoir gagné des millions de dollars. Dîner de famille à 18 heures. Discussion importante. Juste une convocation froide et stérile. Un autre message texte a immédiatement suivi le premier. Ne sois pas en retard. J'ai lentement pris le téléphone et l'ai serré fermement entre mes doigts raides, ressentant profondément le poids lourd de 8 mois de silence angoissant pressant à travers l'écran de verre froid. Je savais exactement ce qui s'était passé. Léo, motivé par une jalousie mesquine face à mon succès soudain et massif, avait sans aucun doute fait une capture d'écran de l'article et l'avait transmise directement à mon père avec un commentaire narquois. Ma famille a vu les énormes signes de dollars soudainement attachés à mon nom auparavant sans valeur. Et instantanément, le fil invisible était strictement tenu de se présenter à la base. Ce n'était absolument pas une réunion de famille chaleureuse. C'était une transaction financière calculée, mal déguisée en rapprochement familial. Je n'ai pas respiré pendant un long moment. L'audace pure de la demande était à couper le souffle. Il voulait que je les rends flous.
Je l'ai su instantanément. Julien avait probablement mené sa fausse promotion d'entreprise directement à la faillite. Les énormes paiements mensuels de la Porsche les noyaient probablement dans les dettes, et ils avaient désespérément besoin de leur bouche trop fiable pour ouvrir son portefeuille lourd. Dans le passé, c'est exactement là que j'aurais paniqué. C'est exactement là que la programmation profonde de l'enfance se serait violemment déclenchée, me faisant ressentir une culpabilité écrasante, me faisant me demander pathétiquement si acheter leur amour et leur respect était enfin possible. Mais assis là, dans cette voiture froide, regardant l'horizon imposant de la ville que je commençais rapidement à posséder, je n'ai pas ressenti une once de peur. J'ai senti une précision chirurgicale et froide s'installer profondément dans mes os. J'ai inspiré une fois profondément par le nez, j'ai laissé mes épaules tendues se détendre physiquement, et j'ai lentement tapé la seule et unique réponse que cet homme méritait. Je serai là. J'ai laissé tomber le téléphone sur le siège passager vide, j'ai démarré le moteur de la voiture agressivement à nouveau, et j'ai tranquillement regardé les lumières de la rue de la ville s'allumer alors que le ciel sombre passait lourdement au soir. Quoi qu'il veuille avidement de moi ce soir, il m'avait déjà montré quelque chose de beaucoup plus important. Il ne se souvenait de mon existence que lorsque le reste du monde le faisait enfin. J'allais leur donner une leçon magistrale d'immobilier agressif, et ça allait leur coûter tout. J'avais juste besoin de faire un arrêt très spécifique avant d'aller dîner. Le message texte arrogant est resté allumé sur l'écran de mon téléphone bien après que le moteur de la Honda ait cessé de gronder sous moi. Mais je n'ai absolument pas conduit directement chez mes parents. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai tourné agressivement le volant et je me suis garé dans le petit parking privé et sécurisé situé directement derrière mon immeuble de bureau du centre-ville. C'était un endroit complètement caché que personne de ma famille toxique n'avait jamais pris la peine de visiter ou même de demander. Le ciel lourd s'enfonçait rapidement dans cette couleur gris bleuté profond qui donnait toujours à la ville de Seattle une sensation de tranquillité nettement supérieure à la réalité. J'ai verrouillé les portes de ma voiture, j'ai rapidement monté les escaliers en béton arrière et j'ai laissé la lourde porte en verre épais se refermer bruyamment derrière moi. Une fois dans mon bureau, le faible bourdonnement familier des néons suspendus s'est immédiatement installé profondément dans mes os fatigués. Je me suis dirigé directement vers mon grand bureau en acajou et j'ai délicatement posé mon vieux portefeuille noir, le même en cuir bon marché que j'avais désespérément cousu à la main des années auparavant dans cet appartement glacial. La couture épaisse et tordue était toujours bien visible dans le coin, un rappel physique constant d'une nuit terriblement solitaire que j'avais passée à me dire qu'un jour, j'aurais réellement quelque chose d'incroyablement précieux à mettre à l'intérieur. J'ai ouvert lentement le rabat, du papier épais à frotter contre du papier épais, des piles de contrats très confidentiels, des évaluations de propriétés complexes, des feuilles de calcul financières denses et des rapports d'avancement détaillés. Toute ma vie d'adulte était parfaitement organisée en signatures à l'encre bleue et en dates estampillées. Pas une seule feuille de papier dans tout ce bureau ne devait absolument rien à ma famille. Je n'ai pas ressenti une once de colère brûlante. Je ne me sentais pas non plus triomphalement heureux. Je me sentais juste incroyablement précis. J'ai allumé mon ordinateur portable sécurisé et la pièce sombre s'est rapidement remplie du doux ronronnement du ventilateur de refroidissement. Mes doigts se déplaçaient rapidement et automatiquement sur le clavier, vérifiant 2 fois le grand livre de projet principal, examinant minutieusement les paiements par virement sortant et mettant en évidence les postes spécifiques qui seraient légalement clôturés dans les 6 prochaines semaines. Les chiffres financiers durent stabiliser mon cœur qui s'emballait d'une manière permanente que les êtres humains réels n'avaient jamais eue. À exactement 18h42, je me suis levé et j'ai traversé la pièce avec assurance jusqu'à la grande et longue fenêtre donnant directement sur la ville animée. L'imposant immeuble de bureau de l'autre côté de la rue avait déjà allumé ses lumières intérieures vives, faisant briller sa façade en verre dans une grille ambrée douce et puissante. Mon propre reflet planait juste là, dans la vitre. Mon blazer sur mesure était fortement froissé après une journée de travail brutal. Mes cheveux étaient attachés en arrière et l'épuisement absolu affinait visiblement ma mâchoire. C'était un visage endurci qui avait agressivement gagné chaque centimètre de ce pantouse de 5 millions de dollars que l'article de presse venait de mentionner. Je suis resté là et j'ai tranquillement regardé mon propre reflet respirer. Je n'avais pas pris le temps de le faire depuis très longtemps. Mon téléphone a vibré violemment sur le bureau. Un autre message, pas de mon père cette fois. C'était un partenaire éminent d'un grand cabinet d'avocats du centre-ville qui voulait me féliciter officiellement pour la vente du pantouse. Je l'ai juste laissé vibrer. 10 secondes plus tard, un autre message est apparu. Un journaliste demandant une citation directe pour un article de suivi. Mon téléphone est rapidement devenu un animal nerveux et tremblant,
cliquetant bruyamment sur le bois lisse. J'ai tendu la main, j'ai retourné l'appareil face contre terre et j'ai agressivement coupé le son. Le silence total est revenu dans la pièce. Ce silence pur était ce qui comptait réellement, pas leur bruit désespéré et avide. Mon grand plan était déjà profondément en mouvement. Je me suis rassis dans mon fauteuil en cuir et j'ai lentement sorti le dossier d'acquisition massif et lourd que je venais de finaliser officiellement avec mon courtier ce matin même. C'était le dossier principal du centre commercial massif qui avait nécessité 4 mois épuisants de négociations secrètes et intenses, des dizaines de visites de sites déguisés et beaucoup trop d'appels de conférences tardifs avec des inspecteurs de la ville agressifs. C'était sans aucun doute l'achat le plus important financièrement que j'ai jamais légalement fait de ma vie. Il ne m'a certainement pas échappé non plus que ce centre commercial spécifique était la pièce maîtresse de presque tous les grands plans de développement de tout ce quartier de la ville. L'immobilier à Seattle est un monde incroyablement petit et vicieux. On entend des choses très importantes quand on travaille tranquillement, quand on refuse strictement de se vanter de son argent, quand on garde la tête basse et qu'on écoute réellement les murmures dans les bureaux des courtiers. Je savais avec une certitude absolue que mon père et Julien avaient formé une LLC désespérée pour construire un réaménagement massif du quartier des entrepôts. Ils avaient hypothéqué leur maison. Ils avaient contracté une dette terrible. Mais le conseil de zonage de la ville exigeait une propriété d'ancrage pour approuver les permis massifs. Le centre commercial que je venais d'acheter était exactement cette propriété d'ancrage. J'ai lentement passé mes doigts le long du bord tranchant de la page finale, légalement contraignante et signée, traçant doucement l'encre bleu foncé que j'y avais agressivement pressée quelques heures plus tôt. Ils me voulaient désespérément à ce dîner ce soir. Ils avaient besoin de quelque chose de massif de ma part. Ils avaient besoin que je leur remette ma nouvelle fortune pour sécuriser exactement cette place afin que Julien puisse jouer au PDG. J'ai fermement glissé tout l'épais dossier juridique directement dans le portefeuille noir déglingué, l'aplatissant complètement avec la paume lourde de ma main. L'action physique ressemblait exactement à claquer une lourde porte d'acier sur une cellule de prison. Au moment où mon horloge de bureau numérique a bruyamment clignoté à 19h19, les grandes fenêtres s'étaient entièrement estompées en un bleu marine profond et noir. J'ai attrapé avec assurance mon manteau d'hiver cher, puis je me suis immédiatement arrêté. Le manteau semblait totalement inutile ce soir. Trop doux, trop personnel. Je l'ai laissé pendre sur la chaise et je suis sorti du bureau avec absolument rien d'autre que le portefeuille abîmé serré fermement dans ma main. Dehors, ma vieille Honda délavée attendait tranquillement. Sa peinture fortement écaillée attrapait le très peu de lumière de la rue qu'elle pouvait. J'ai déverrouillé la porte qui grinçait, j'ai soigneusement placé le portefeuille chargé sur le siège passager et je me suis glissé agressivement derrière le volant. Alors que je m'engageais rapidement sur l'autoroute bondée, l'immense ville s'étendait directement devant moi comme une carte lumineuse que j'avais déjà parfaitement mémorisée. J'ai intentionnellement dépassé les bâtiments géants que j'avais personnellement rénovés, dépassé les coins de rue exacts où je m'étais autrefois tenu, frissonnant, attendant désespérément les bus publics parce que ma famille refusait strictement de venir me chercher. J'ai dépassé le long pont où j'avais marché pour rentrer chez moi, épuisé, plus de fois que je n'aurais jamais voulu m'en souvenir. Chaque point de repère à l'extérieur de ma fenêtre ressemblait à une marque de décompte vicieuse. C'est exactement là qu'ils n'étaient pas, et c'est exactement là que j'ai appris de force à survivre sans eux. Le portefeuille gisait complètement immobile à côté de moi dans le noir. J'ai tendu la main et j'ai doucement caressé la couture épaisse et tordue. Je n'ai absolument pas répété ce que je dirais à ce dîner. Les mots n'avaient jamais vraiment fonctionné avec ces gens. Ils avaient toujours violemment parlé par-dessus mes excuses, parlé agressivement au-delà de mes explications logiques, et parlé à travers chaque limite émotionnelle que j'avais désespérément essayé de tracer. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'utiliser des mots. Cette fois, je n'apporterai absolument pas ma colère. Je n'apporterai pas mes larmes ou mes explications. J'apportais une preuve indéniable et juridiquement contraignante. Quand j'ai finalement atteint le virage serré vers le quartier riche et fermé de mes parents, j'ai lentement relâché l'accélérateur et j'ai ralenti la voiture. Les immenses maisons identiques bordaient la rue Immaculée comme des témoins silencieux et incroyablement bien élevés. Les lumières coûteuses des porches se sont bruyamment allumées alors que la dernière lueur du soleil disparaissait complètement derrière la colline escarpée. J'ai agressivement garé ma voiture directement dans leur allée impeccable. Mon père apprécierait certainement la ponctualité stricte. L'immense maison brillait de cette lumière dorée et lourde incroyablement familière. À travers la fenêtre coûteuse de la salle à manger, je pouvais clairement voir leur silhouette sombre se déplacer rapidement. Julien faisant de grands gestes,
mon père faisant les 100 pas nerveusement. Aucun d'entre eux n'avait absolument aucune idée du type de bombe nucléaire financière qui se trouvait actuellement sur le siège passager de ma vieille Honda. J'ai ouvert la portière de la voiture, je suis sorti dans la nuit glaciale et j'ai agressivement ajusté le col rigide de mon blazer. Une très lente inspiration, une expiration incroyablement stable. Ils ont exigé une discussion importante ce soir. Très bien. J'avais aussi quelque chose d'extrêmement important à discuter. La lourde porte d'entrée en chêne s'est ouverte sur ses gonds parfaitement huilés avant même que mes doigts ne puissent toucher le heurtoir en laiton poli. Mon père se tenait là, remplissant parfaitement le cadre de la porte massive comme un agent de sécurité bloquant l'entrée d'un coffre-fort de banque d'entreprise. Ses larges épaules étaient carrées, sa posture parfaitement rigide, et il portait une chemise bleue impeccable et parfaitement repassée, rentrée dans un pantalon cher. Il ressemblait exactement à un homme puissant et riche accueillant un client d'entreprise exceptionnellement important plutôt qu'un fils qu'il avait agressivement ignoré, négligé et maltraité émotionnellement pendant près d'1 an. L'atmosphère tendue et suffocante qui s'échappait du couloir lumineux semblait beaucoup plus lourde que l'air d'un enterrement à cercueil fermé, mais il la masquait habilement avec un sourire complètement terrifiant et très étudié. « Arthur, tu es pile à l'heure », a-t-il dit, faisant un pas mesuré de côté pour m'autoriser officiellement à entrer dans son domaine. Il n'y a eu absolument aucune étreinte. Aucune poignée de main chaleureuse. Aucune tape paternelle dans le dos. Il n'y a eu que son approbation flagrante et calculée pour ma ponctualité stricte. Dans son monde rigide et axé sur l'argent, le temps, c'était toujours de l'argent, et il s'attendait à ce que tout le monde autour de lui fonctionne strictement sur sa montre exacte ou fasse face à de graves conséquences. J'ai franchi prudemment le seuil de marbre poli, mon portefeuille en cuir noir lourd et usé serré fermement dans ma main droite. L'immense maison de banlieue sentait exactement la même chose que lorsque j'étais un adolescent terrifié, essayant désespérément de devenir complètement invisible pour éviter leur colère. C'était ce mélange distinct et écrasant de produits à polir pour meubles au citron cher, l'odeur riche et savoureuse d'un filet de bœuf rôti émanant de la cuisine gastronomique, et le parfum floral lourd et suffocant de ma mère qui me donnait toujours un énorme mal de tête. J'ai marché lentement dans le long couloir vivement éclairé en direction de la salle à manger formelle, mes lourdes bottes de travail en cuir ne faisant absolument aucun bruit sur l'épais et coûteux tapis persan qui parcourait toute la longueur du couloir. Quand j'ai finalement tourné le coin pour entrer dans la salle à manger, toute la distribution de personnages toxiques était déjà entièrement assemblée et attendait avec impatience que leur proie désignée arrive officiellement. L'immense table de salle à manger en acajou était méticuleusement dressée avec la fine porcelaine à bordure dorée qu'ils ne sortaient exclusivement que pour les grandes fêtes ou lorsqu'ils avaient désespérément besoin d'impressionner profondément quelqu'un avec de l'argent. Ma mère, Evelyne, planait nerveusement derrière sa chaise à haut dossier et lourdement rembourrée. Elle arborait un sourire forcé et incroyablement fragile qui semblait lui causer une douleur physique intense pour le maintenir. Elle se tordait constamment les mains, les lourdes bagues en diamant à ses doigts captant la lumière vive du lustre en cristal suspendu directement au-dessus de la table. Mon frère aîné, Julien, était assis confortablement juste à côté du bout de la table, réclamant sa place habituelle de fils chéri incontesté. Il était penché loin en arrière sur sa chaise, faisant paresseusement tourner un grand verre de vin rouge foncé et cher. Il avait exactement le même sourire arrogant et très provocateur sur le visage, ressemblant exactement à un homme qui avait déjà gagné à la loterie d'État et attendait juste impatiemment de récupérer son énorme chèque. Assise tranquillement et inconfortablement à côté de lui se trouvait sa nouvelle épouse, Sarah. Ils s'étaient mariés en secret lors d'une cérémonie à Vegas très précipitée et profondément chaotique quelques mois auparavant. C'était un mariage imprudent et mal planifié que tout le monde dans notre cercle social aisé savait déjà avec assurance se diriger rapidement vers un divorce très désordonné et très médiatisé et une bataille féroce pour les actifs. Et pour compléter ce cauchemar absolu de réunion de famille, il y avait ma tante Clara, l'ultime manipulatrice silencieuse de la famille. Elle était assise parfaitement droite, sa posture absolument impeccable, les mains jointes sur la table, observant chacun de mes mouvements avec des yeux froids et très calculateurs. Arthur, mon chéri, a roucoulé ma mère bruyamment, se précipitant soudainement pour placer une main délicate et parfaitement manucurée directement sur mon bras. Tu nous as tellement manqué. Regarde-toi. Tu as l'air si beau, si mûr et si réussi. Nous sommes juste si incroyablement fiers de tout ce que tu as accompli dernièrement. Nous avons vu les nouvelles incroyables sur ta promotion immobilière massive. J'ai lentement baissé les yeux sur sa main posée légèrement sur la manche de mon blazer sombre. Je ne l'ai pas violemment repoussé. Je n'ai pas bronché ni montré aucun signe extérieur du profond dégoût physique qui me retournait actuellement l'estomac.
J'ai juste regardé fixement et silencieusement ses doigts jusqu'à ce qu'elle les retire lentement et maladroitement, sentant clairement le froid glacial absolu qui émanait de mon corps. Asseyons-nous, ai-je dit doucement, ma voix complètement dépourvue de toute émotion ou chaleur reconnaissable. Je suis passé devant elle et j'ai pris avec assurance le seul et unique siège actuellement disponible dans la pièce. Il était situé à l'extrémité la plus éloignée de l'incroyablement longue table en acajou. C'était exactement la même chaise à laquelle j'avais toujours été relégué en permanence pendant chaque dîner de Thanksgiving, chaque matin de Noël, chaque réunion de famille forcée. C'était l'espace isolé désigné spécifiquement réservé aux bouches-trous invisibles. J'ai délicatement placé mon portefeuille en cuir noir abîmé et cousu à la main directement sur le bois poli, juste à côté de mon assiette blanche immaculée. Tante Clara a immédiatement regardé le cuir balafré ailé avec un profond dégoût visible, sa lèvre supérieure se retroussant légèrement de jugement avant qu'elle ne recompose rapidement son visage en un masque poli. Mon père a pris avec assurance sa place légitime à la tête de la table. Il n'a pas perdu une seule seconde à me demander des nouvelles de ma santé, de mon état mental ou de ma vie au cours des 8 derniers mois. Il s'est raclé la gorge agressivement, a pris son lourd verre d'eau en cristal, l'a tapoté légèrement avec son index pour commander l'attention de la pièce, et s'est penché en avant. Passons directement aux choses sérieuses, voulez-vous, a annoncé mon père, sa voix profonde portant un ton indéniable d'autorité absolue. Arthur, nous avons tous vu l'immense article sur toi dans le journal de l'immobilier commercial ce matin. Je dois admettre que nous avons été assez surpris. Tu as réussi d'une manière ou d'une autre à te constituer une très bonne petite victoire financière. Mais construire et rénover un seul Penthouse de luxe est essentiellement un jeu d'enfant comparé aux projets d'entreprise massifs sur lesquels nous travaillons actuellement ici. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées légèrement et nonchalamment sur mes genoux. Je n'ai pas offert un seul mot de défense. Je n'ai pas essayé de justifier les nuits blanches sans fin, les négociations brutales ou le sang littéral que j'avais versé dans ce magnifique Penthouse. Je l'ai simplement laissé continuer à creuser agressivement sa propre tombe financière massive. Julien a ricané bruyamment de l'autre côté de la table, prenant une autre gorgée incroyablement grande de son vin rouge foncé. Ouais, petit frère. Rénover un seul bel appartement, c'est mignon. C'est une belle petite augmentation de salaire pour un débutant qui essaie de jouer au jeu. Mais les grandes ligues sont un animal complètement différent et totalement impitoyable. Tu as besoin d'une vision massive. Tu as besoin d'un effet de levier financier agressif. Tu as besoin d'un pouvoir réel et indéniable pour jouer à notre niveau d'entreprise actuel. Exactement, a convenu mon père en douceur, ignorant complètement le manque de respect flagrant de Julien envers moi. Ce qui nous amène directement à la raison pour laquelle nous t'avons demandé de toute urgence de nous rejoindre ici ce soir pour ce dîner. Notre famille a actuellement une opportunité financière massive et sans précédent posée sur cette table. Julien et moi avons officiellement formé une LLC de développement très exclusive. Nous sommes actuellement dans les dernières étapes de la sécurisation d'un projet de réaménagement massif du quartier des entrepôts de plusieurs millions de dollars. C'est un méga projet qui va complètement changer tout l'horizon économique de cette ville. Nous avons déjà les plans architecturaux brillants dessinés. Nous avons les équipes de construction agressives en attente. Et nous avons les relations politiques profondes au sein du conseil de zonage de la ville. Ma mère s'est penchée sur la table, les yeux écarquillés et soudain brillants de larmes fausses et très étudiées. C'est une chance incroyablement rare pour nous de finalement construire un héritage familial massif et durable, Arthur. C'est une chance de construire quelque chose d'incroyablement beau dont tes grands-parents auraient été si incroyablement fiers avant de décéder. Pense à l'héritage massif que nous pouvons laisser à la prochaine génération. La manipulation pure et non altérée était absolument à couper le souffle. Ils utilisaient activement et sans vergogne le souvenir sacré des mêmes grands-parents dont ils avaient égoïstement et agressivement vidé l'héritage des années auparavant pour financer avec succès l'entreprise de hors-bord complètement ratée de Julien. J'ai regardé directement dans les yeux avides et désespérés de mon père. Si vous avez déjà les plans architecturaux brillants et les relations politiques profondes, de quoi avez-vous désespérément besoin de moi ce soir? Mon père a souri largement. C'était un étirement froid et incroyablement prédateur de ses lèvres qui n'atteignait pas du tout ses yeux. Nous avons besoin de capitaux liquides immédiats pour enfin franchir la ligne d'arrivée. Le conseil de zonage de la ville joue un jeu terrible avec les permis de construire finaux. Nous devons absolument sécuriser légalement le centre commercial massif situé directement au centre exact du quartier. C'est la propriété d'ancrage absolu. Si nous réussissons à acheter le centre commercial, la ville approuve immédiatement le zonage. Si la ville approuve le zonage,
nos principaux investisseurs d'entreprise virent instantanément les fonds massifs sur nos comptes. Nous t'offrons une chance très rare et très exclusive d'entrer dès maintenant en tant que partenaire financier silencieux. Tu fournis le financement immédiat de ta récente vente massive de Penthouse et nous guiderons de manière experte et agressive le projet jusqu'à son terme. Tout le monde y gagne. Nous devenons tous incroyablement riches. Julien s'est penché lourdement sur la table, ses yeux se plissant avidement en me regardant. C'est une offre très généreuse. Honnêtement, étant donné que tu es incroyablement nouveau et inexpérimenté dans le monde brutal de l'immobilier commercial à enjeux élevés, tu pourrais en fait te contenter de t'asseoir, d'investir ton argent en toute sécurité avec nous. Et d'apprendre tranquillement de notre expérience d'entreprise réelle et prouvée. Je suis resté assis là, dans le silence lourd, digérant pleinement l'audace absolue de leur proposition. Ils voulaient désespérément mon argent. Ils voulaient chaque centime pour lequel j'avais saigné, que j'avais affamé et pour lequel j'avais violemment combattu au cours des 8 derniers mois épuisants. Ils voulaient que je vide complètement mes comptes en banque pour acheter agressivement la propriété pour eux, juste pour qu'ils puissent immédiatement prendre le contrôle absolu, réclamer les énormes plus-values, coller le nom immérité de Julien en lettres géantes sur le bâtiment. Et me laisser avec confiance seul dans le noir une fois de plus. Ils s'attendaient pleinement à ce que je rentre dans le rang comme un chien bien dressé. Ils s'attendaient à ce que le gamin terrifié et désespéré qui voulait juste que sa famille l'aime enfin ouvre son portefeuille et achète leur affection temporaire. Mais ce gamin désespéré et solitaire est officiellement mort le jour de sa remise de diplôme en regardant impuissant 8 chaises complètement vides. J'ai lentement regardé autour de la table. J'ai analysé le visage suffisant et profondément provocateur de Julien. J'ai remarqué le malaise profond de Sarah sur sa chaise. J'ai croisé le regard froid et calculateur de tante Clara. J'ai vu à travers les larmes fausses et manipulatrices de ma mère, et j'ai regardé directement dans les yeux avides et follement impatients de mon père. Le silence dans la pièce s'est étiré, tendu et incroyablement lourd, exactement comme un élastique tiré jusqu'à son point de rupture absolue. J'ai lentement tendu la main, posant ma main droite fermement sur mon portefeuille noir abîmé. Un partenariat familial, ai-je répété doucement, ma voix parfaitement stable, laissant les mots spécifiques et chargés suspendus dans l'air calme et tendu de la salle à manger formelle. Exactement, a hoché la tête vigoureusement mon père, ses yeux s'illuminant vivement alors qu'il percevait à tort ce qu'il pensait être mon hésitation pathétique habituelle. Nous mettons en commun nos vastes ressources financières. Nous nous protégeons agressivement les uns les autres du monde extérieur et du marché impitoyable. C'est exactement comme ça que les familles riches et puissantes construisent avec succès un pouvoir générationnel et une richesse inarrêtable. J'ai fixé mon regard directement sur le visage de mon père, refusant de cligner des yeux. Une famille se présente, Richard. Une famille ne manque pas intentionnellement une cérémonie de remise de diplôme pour aller chez un concessionnaire de voitures de luxe et acheter une nouvelle voiture de sport. Une famille ne vole pas secrètement tout un fonds d'études juste pour acheter un hors-bord inutile. Une famille ne prend absolument pas un salaire au SMIC explicitement destiné à des outils de dessin juste pour payer un avocat hors de prix pour un procès imprudent causé par un enfant chéri qui refuse de grandir. La température dans l'immense salle à manger a instantanément chuté au point de congélation. Julien a violemment claqué son lourd verre de vin en cristal directement sur la table. Le liquide rouge foncé a éclaboussé agressivement par-dessus le bord, tachant lourdement la nappe en lin importé blanc immaculé de ma mère. Tu pleures encore sérieusement pour cette stupide et insignifiante cérémonie de remise de diplôme, a claqué Julien agressivement, son visage rougissant rapidement d'une colère sombre et intense. Grandis un peu, Arthur. On était incroyablement occupé avec de vraies affaires d'entreprise d'adultes. Tu es assis là, obstinément à ruminer une rancune pathétique comme un enfant qui pleure littéralement. Alors qu'on t'offre activement un contrat d'affaires de plusieurs millions de dollars que tu ne mérites absolument même pas. Ma mère a poussé un grand cri, portant une serviette tremblante directement à sa bouche. Ah, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne gâche pas cette soirée incroyablement belle. On essaie activement de guérir notre relation et d'avancer en tant que famille unie. Je ne gâche absolument rien, mère, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de toute colère, tristesse ou esprit de vengeance. C'était entièrement plat, froid et absolu. C'était la voix précise d'un homme menant une prise de contrôle hostile d'entreprise. En fait, je suis venu ici ce soir pour une discussion extrêmement importante, mais pas la vôtre. Mon père a froncé les sourcils profondément, le faux sourire prédateur disparaissant complètement de son visage en un instant, remplacé par un froncement de sourcils sombres. Arthur,
nous n'avons ni le temps ni la patience infinie pour tes drames épuisants habituels. Vas-tu agir comme un vrai homme, signer l'énorme chèque et rejoindre légalement ce projet très rentable, ou vas-tu sortir par cette porte? Je ne lui ai pas répondu verbalement. Au lieu de cela, j'ai calmement déplacé mes mains vers le lourd fermoir en laiton de mon portefeuille noir abîmé. Le clic métallique et sec a résonné incroyablement fort dans la pièce parfaitement silencieuse. J'ai lentement ouvert le couvercle en cuir très usé et cousu à la main. À l'intérieur, bien rangé, se trouvait la pile épaisse et méticuleusement organisée de lourds documents juridiques. J'ai sorti tout le paquet et je l'ai placé directement au centre absolu de la table de la salle à manger, juste sous l'éclat vif et impitoyable du lustre en cristal coûteux. Tante Clara s'est penchée loin en avant, ses yeux vifs se dirigeant nerveusement vers les papiers épais et officiels portant des sceaux gouvernementaux. Julien a de nouveau ricané bruyamment, bien que le son soit nettement plus faible cette fois. C'est quoi exactement, cette ordure? Tu essaies sérieusement de nous montrer tes petits plans d'architecture amateur à nouveau? On se fiche de tes petits dessins, Arthur. On parle de millions de dollars ici. Ça, ai-je dit, pointant un seul doigt stable directement vers la première page de l'énorme pile, c'est l'acte de vente commerciale entièrement exécuté et juridiquement contraignant. Mon père a regardé fixement les documents, son front épais plissé d'une confusion profonde et sincère. Acte de vente pour quelle propriété spécifique? Le centre commercial, ai-je répondu en douceur, observant très attentivement les muscles de son visage. La propriété d'ancrage exacte située directement au centre absolu du quartier des entrepôts. La même propriété que vous venez de me dire que vous aviez désespérément besoin pour sécuriser vos permis de zonage massif de la ville. Le silence absolu qui a immédiatement suivi était totalement assourdissant. C'était un vide épais, suffocant et terrifiant qui a agressivement aspiré chaque once d'air respirable de la salle à manger. Mon père a inspiré incroyablement brusquement, faisant un bruit rauque et humide au fond de sa gorge. Tu exagères complètement, Arthur. C'est impossible. Cette immense propriété est étroitement liée à une fiducie familiale complexe. Elle n'est absolument même pas disponible publiquement sur le marché immobilier ouvert. Elle était disponible en privé il y a exactement 4 mois, les yeux corrigés, ma voix froide tranchant l'air tendu comme un scalpel chirurgical coupant la chair. Le vendeur a accepté avec plaisir mon offre agressive premium entièrement en espèces tôt ce matin. J'ai contourné la fiducie compliquée en utilisant un effet de levier direct via ma propre LLC. L'acte officiel a été officiellement enregistré et estampillé par le greffier de la ville à 15 heures précises aujourd'hui. Vous pouvez volontiers consulter le registre public vous-même demain matin. J'ai poussé agressivement la lourde pile de documents juridiques directement sur le bois poli. Les pages brillantes et lourdes reflétaient les lumières vives du plafond. Mon père a tendu des doigts visiblement et violemment tremblants. Il a lentement tiré la première page vers lui. Ses yeux larges et terrifiés ont balayé agressivement le texte juridique dense et impitoyable. Il a vu les timbres bleus officiels de la ville. Il a vu le prix d'achat massif de plusieurs millions de dollars. Et enfin, ses yeux se sont posés sur ma signature, parfaitement et avec assurance exécutée au bas de la page. Tout le sang s'est instantanément retiré du visage de mon père, le laissant ressembler exactement à un fantôme malade et âgé. Le lourd muscle de sa mâchoire s'est contracté si incroyablement fort que j'ai cru que ses dents allaient littéralement se briser dans sa bouche. La chaise de Julien a violemment grincé alors qu'il déplaçait agressivement son poids. « Papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit, bon sang ?» Mon père ne pouvait même pas parler. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement comme un poisson hors de l'eau. Il a juste laissé tomber le lourd papier sur la table comme s'il lui avait physiquement brûlé la peau. Julien a agressivement arraché le papier. Il l'a lu rapidement. Son sourire arrogant et confiant a complètement fondu de son visage en moins d'une seconde, instantanément remplacé par un regard de terreur absolue et non altéré. « Tu l'as vraiment acheté ?» a chuchoté Julien, sa voix se brisant horriblement dans la pièce silencieuse. « Tu as acheté tout le centre commercial ?» J'ai hoché la tête exactement une fois, un mouvement lent et délibéré. « Oui, Julien. Je possède l'emprise entière. Je possède les bâtiments, les parkings et le terrain en dessous. Ce qui signifie légalement que votre précieux projet de réaménagement du quartier des entrepôts, fortement endetté, n'a actuellement absolument aucune propriété d'ancrage. Et sans cette propriété d'ancrage, la ville refusera absolument votre demande de zonage massive. Sans la demande de zonage, vos principaux investisseurs d'entreprise retireront violemment leur financement massif. Votre projet est mort.
Il est légalement, financièrement et définitivement mort. Ma mère a laissé échapper un sanglot fort, pathétique et plaintif, enfouissant violemment son visage complètement dans ses mains tremblantes. Tante Clara m'a regardé directement, la bouche grande ouverte de pur choc non filtré, sa posture parfaite s'effondrant enfin. Mon père a finalement retrouvé sa voix volée. Il a saisi le bord de la table à manger en acajou si incroyablement fort que ses jointures sont devenues complètement blanches. Pourquoi ferais-tu ça? Tu savais délibérément qu'on visait agressivement ce terrain. Tu as intentionnellement et malicieusement saboté ta propre chair et ton propre sang. Non, Richard, les jeux corrigeaient calmement, refusant absolument d'élever la voix pour correspondre à sa panique grandissante. Je savais simplement que la ville le visait. Et contrairement à toi, je fais réellement le travail incroyablement dur. Je ne m'assois pas autour d'une table à manger chic en attendant agressivement que des gens naïfs et désespérés me tendent aveuglément leur argent durement gagné. Tu voulais un partenariat familial ce soir, mais tu n'as jamais vraiment voulu un vrai partenaire. Tu voulais juste un portefeuille obéissant que tu pouvais vider agressivement jusqu'à ce qu'il soit vide. Arthur, s'il te plaît, a crié ma mère, tendant agressivement des mains tremblantes et désespérées sur la table. Nous sommes censés être une famille. Tu ne peux absolument pas nous faire ça. Ton père a imprudemment contracté d'énormes prêts-relais à taux d'intérêt élevés contre cette même maison juste pour financer les plans architecturaux initiaux. Si ces investisseurs d'entreprise se retirent demain, la banque saisira absolument cette maison. Nous serons sans abri. Julien sera entièrement ruiné. Julien est un homme adulte, ai-je dit froidement, regardant directement mon frère aîné, qui transpirait maintenant abondamment et fixait le mur d'un regard vide comme un animal piégé. Il peut enfin s'en sortir tout seul. Ou peut-être que tu peux simplement vendre sa Porsche argentée brillante pour aider à couvrir les frais d'avocat massifs dont il aura besoin quand les investisseurs le poursuivront. Je me suis lentement et délibérément levé de ma chaise. J'ai tendu la main calmement sur la table, j'ai rassemblé mes documents juridiques parfaitement exécutés et je les ai glissés parfaitement dans le portefeuille noir abîmé. J'ai fermé le rabat en cuir avec un clic doux et incroyablement final. Tu m'as envoyé un texto agressif pour exiger une discussion importante ce soir, ai-je dit, regardant les personnes totalement brisées et terrifiées assises figées autour de la table. C'était ça. Le dîner est à vous. Profitez du rôti, mais l'avenir, il m'appartient strictement. Faisons une pause un instant. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce voyage. Absolument personne ne m'a suivi ni même essayé de m'arrêter alors que je tournais le dos et que je sortais calmement de cette salle à manger. Ils sont simplement restés là, complètement figés de terreur absolue et entièrement paralysés par le désastre financier massif et inarrêtable que je venais de laisser tomber intentionnellement directement sur leurs genoux. L'air de la nuit était incroyablement vif et mordant quand je suis finalement sorti sur le grand porche d'entrée, mais j'ai accueilli le froid glacial. Il a instantanément et magnifiquement purifié l'odeur lourde et profondément toxique de cette maison de mes poumons. J'ai descendu avec assurance l'allée en béton, j'ai déverrouillé la porte grinçante de ma vieille Honda et je me suis glissé dans le siège familier du conducteur. Avant même que je puisse mettre la clé dans le contact, mon téléphone a vrondi agressivement sur le siège passager. C'était un message texte frénétique et profondément désespéré de ma mère. « Arthur, s'il te plaît, reviens tout de suite. On peut négocier. On ne savait pas comment arranger les choses par le passé. S'il te plaît, ne nous abandonne pas maintenant. On a besoin de toi. On va tout perdre. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro avec colère. J'ai simplement retourné le téléphone face contre terre, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de ce quartier, sachant avec une certitude absolue que je n'y retournerai jamais. Les retombées massives et brutales de cette nuit se sont produites avec une vitesse terrifiante que même moi, je n'avais pas entièrement anticipée. Le monde impitoyable de l'immobilier commercial n'offre pas la moindre once de pitié aux personnes imprudentes qui se surendettent lourdement sur des transactions non confirmées. Exactement 2 semaines après notre dîner désastreux, la ville a officiellement et publiquement rejeté la demande de zonage massif de mon père parce qu'il avait totalement échoué à sécuriser légalement la propriété d'ancrage requise. Le lendemain matin, ses principaux investisseurs d'entreprise ont agressivement retiré leur financement,
publiant des déclarations très médiatisées se distanciant de la LLC. Sans cet afflux massif de liquidités des investisseurs, le poids écrasant et inéluctable de leurs prêts relais à taux d'intérêt élevés s'est immédiatement effondré directement sur leur tête. Mon père a été violemment forcé de liquider rapidement toutes ses économies et de vider complètement ses comptes de retraite 401K juste pour empêcher la banque agressive de saisir instantanément sa maison. Ils ont survécu, mais ils étaient financièrement brisés. Forcés de vivre tranquillement avec un budget très strict qu'ils méprisaient absolument. Mais la destruction absolue la plus grave est tombée directement et à juste titre sur Julien. 3 mois plus tard, j'étais assis entièrement seul dans un café chic et calme près de mon bureau du centre-ville, examinant un nouveau contrat, lorsque la femme de Julien, Sarah, est entrée de manière inattendue et s'est assise directement en face de moi. Elle avait l'air absolument épuisée, comme une femme qui n'avait pas dormi depuis des semaines. De profonds cercles violets foncés meurtrissaient lourdement la peau délicate sous ses yeux, et elle tordait nerveusement sa coûteuse alliance en diamant autour de son doigt. « Arthur » a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement, ses yeux balayant le café. « Je suis tellement désolé de te déranger ici. Je ne savais pas où d'autre aller. Personne d'autre ne répond à mes appels. » J'ai pris une longue gorgée mesurée de mon café noir et j'ai attendu. Je ne devais rien à cette femme, mais mon silence tranquille lui a permis de s'exprimer enfin. Julien fait face à un énorme procès fédéral, a avoué Sarah, de grosses larmes montant soudain à ses yeux. Il a menti aux premiers investisseurs. Il a agressivement falsifié certains rapports environnementaux initiaux pour obtenir illégalement les premiers prêts relais avant que la ville ne refuse le zonage. Les enquêteurs fédéraux sur la fraude sont en train de fouiller son bureau d'entreprise en ce moment même. Il est complètement et totalement en faillite, Arthur. La banque a saisi sa Porsche argentée hier, juste devant l'allée, pendant que les voisins regardaient. Il a complètement peur d'aller en prison fédérale. Elle m'a regardé directement avec des yeux absolument désespérés et suppliants, espérant clairement trouver le frère doux et conciliant dont Julien se moquait autrefois. Tes parents sont complètement à sec. Ils n'ont absolument plus d'argent à donner. Tante Clara refuse farouchement de répondre à leurs appels téléphoniques. Julien a désespérément besoin d'un avocat de la défense pénale très spécialisé. Il a besoin d'énormément d'argent pour ne pas aller en prison. Arthur, tu es le seul qui reste qui puisse l'aider. C'est ton frère. S'il te plaît, tu dois le sauver. J'ai lentement posé ma tasse de café sur la petite soucoupe. J'ai regardé attentivement cette pauvre femme profondément manipulée qui s'était aveuglément mariée dans une famille de vautours absolus, ignorant totalement la pourriture sous la surface. Sarah, ai-je dit doucement, m'assurant que ma voix calme ne portait absolument aucune malice. Julien a passé toute sa vie d'adulte à être farouchement et violemment protégé des conséquences naturelles de ses propres actions terribles. Mes parents ont joyeusement volé tout mon fonds d'études et mon salaire durement gagné destiné à des outils de dessin juste pour le protéger violemment de la réalité. Si je lui signe un énorme chèque aujourd'hui, je ne fais que continuer le même cycle d'abus. Je cautionne un criminel. Je te suggère fortement de trouver un avocat du divorce très agressif et de séparer complètement tes finances personnelles des siennes avant que les enquêteurs fédéraux ne gèlent légalement tes comptes bancaires. Sarah m'a regardé pendant un très long et douloureux moment. Elle a regardé dans mes yeux et a finalement vu la limite absolue et inébranlable que j'avais construite. Elle a réalisé qu'il n'y avait plus de culpabilité à exploiter. Elle a hoché la tête doucement, a essuyé ses larmes avec une serviette, s'est levée et est sortie du café. Je ne lui ai plus jamais parlé, mais j'ai lu dans le journal local quelques semaines plus tard qu'elle avait officiellement demandé le divorce, demandant la garde complète de leurs actifs restants avant que les fédéraux ne puissent les saisir. Julien a perdu son mariage, ses voitures de luxe, son faux titre d'entreprise, et finalement, il a plaidé coupable de fraude électronique mineure pour éviter une peine de prison majeure. L'enfant chéri s'est finalement écrasé la tête la première contre le mur de briques solides de la réalité. Une année entière s'est écoulée depuis cette nuit glaciale et explosive dans la salle à manger. Ce soir, je suis entièrement seul sur l'immense balcon en verre de mon propre penthouse de luxe. Le vent d'automne froid et vif souffle agressivement dans mes cheveux, mais je suis parfaitement au chaud. La ville tentaculaire et massive de Seattle s'étend directement en dessous de moi. Un océan infini est à couper le souffle de lumière blanche et dorée scintillante. Là-bas, des millions de personnes vivent leur vie complexe, mènent leur propre bataille brutale et naviguent dans leur propre dynamique familiale douloureuse et profondément compliquée. Posé directement sur la petite table en verre à côté de moi se trouve ce même portefeuille en cuir noir abîmé.
La couture épaisse et tordue que j'ai désespérément cousue à la main dans cet appartement glacial tient toujours incroyablement bien. Je ne l'ai jamais jetée. Je ne l'ai jamais remplacée par une mallette de créateur élégante et chère pour correspondre à mon nouveau compte en banque. Il reste mon rappel physique constant d'exactement d'où je viens et d'exactement ce que j'ai dû survivre violemment pour arriver ici. Pendant très longtemps, j'ai sincèrement et profondément cru que le silence lourd que ma famille m'imposait était une punition cruelle et très injuste. Je croyais sincèrement que mon invisibilité forcée était un signe clair et indéniable que j'étais fondamentalement brisé, indigne d'être aimé et totalement sans valeur. J'ai passé des décennies à essayer frénétiquement de jouer un rôle pour eux, essayant d'obtenir aveuglément une place à une table qui était spécifiquement conçue pour m'exclure. Je pensais que si je travaillais juste assez dur, si je prouvais juste ma valeur, ils me verraient enfin. Mais alors que je suis ici ce soir, regardant l'immense empire immobilier que j'ai entièrement construit de mes propres deux mains, je comprends enfin la vérité ultime. Leur silence écrasant n'était pas du tout une punition. C'était un cadeau absolu. Parce qu'ils m'ont complètement ignoré, je n'ai jamais appris à compter confortablement sur leur filet de sécurité profondément toxique. Parce qu'ils ne m'ont jamais sauvé, j'ai été obligé de force de devenir mon propre sauveur. J'ai appris exactement comment me battre agressivement dans le noir. J'ai appris à construire silencieusement une fondation massive en béton solide pendant que Julien construisait frénétiquement des châteaux instables en papier fin et en mensonges fragiles. Établir une limite permanente et inébranlable contre votre propre famille toxique est incroyablement douloureux. Cela va directement à l'encontre de chaque instinct biologique qu'on nous enseigne dès notre naissance. La société exige constamment que nous pardonnions à plusieurs reprises à des parents de sang toxique simplement parce que nous partageons un code génétique similaire. Mais les limites ne sont pas des actes de cruauté horribles. Les limites sont simplement des portes silencieuses et lourdes que nous fermons avec confiance pour que nos propres poumons puissent enfin respirer de l'air pur à nouveau. Je n'ai pas complètement détruit ma famille. Ils se sont détruits eux-mêmes avec leur propre cupidité, leur arrogance et leur sentiment de droit insatiable. J'ai simplement arrêté de me détruire violemment pour les maintenir agressivement à l'aise. Au moment exact où j'ai officiellement cessé d'attendre des excuses qui n'allaient jamais venir, ma vraie vie a finalement commencé. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire ce soir. Il faut un courage massif et indéniable pour s'éloigner activement des tables lourdes où le respect n'est plus servi. Souvenez-vous toujours que votre immense valeur n'est absolument jamais déterminée par les personnes très imparfaites qui sont entièrement incapables de la voir. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de terriblement similaire avec votre propre famille toxique? Avez-vous déjà dû couper violemment les ponts avec les personnes qui étaient censées vous protéger le plus? Partagez votre histoire puissante dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.